Bonjour, ici Alex Wagner et dans cet épisode de Gourou de la séduction, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Avanzi, qui est conférencier en richesse humaine et poète d'entreprise. C'est sur Morning Kiss. Alors bonjour Vincent, tu es créative entrepreneur, globe-trotter, poète d'entreprise, développeur de richesse humaine, tout un programme, et tu as fondé l'Odyssée humaine, qui est une plateforme pour entreprendre sa vie et pour explorer le monde. C'est quelque chose qui est au carrefour de trois choses différentes, de ce que j'ai compris, tu me corriges si je me trompe. Il y a la poésie d'abord. Alors la poésie, pas seulement en vers, mais pas classiquement, c'est-à-dire la poésie appliquée à la vie, la société et à l'entreprise. Le deuxième point du carrefour, c'est le voyage au sens propre dans le monde, mais aussi le voyage en soi, le voyage interne de découverte de soi. Et le troisième point, c'est l'entrepreneuriat. Là aussi, tu as choisi d'élargir, c'est pas seulement l'entrepreneuriat au sens business, mais l'entrepreneuriat au sens entreprendre dans sa vie. Je te loue cette capacité de synthèse. Merci Vincent. C'était compliqué parce qu'effectivement, tu fais plein de trucs différents. Tu es diplômé ESCP, école de commerce. Tu as travaillé pendant 10 ans dans des grands groupes comme Microsoft. Tu es parti faire le tour du monde et c'est ça qui t'a inspiré cette odyssée humaine. Et c'est pendant ce tour du monde, si j'ai bien compris, que tu as écrit Sur la route de soi, qui était un manuel poétique pour traverser sa vie. Pour trouver sa voie, effectivement. Pour trouver sa voie, oui, si je pouvais relire proprement mes notes, ça marcherait mieux. Alors aujourd'hui, tu donnes des conférences sur l'éveil des richesses humaines, c'est bien ça? Et ta mission, c'est de repoétiser la société et humaniser l'entreprise, de réenchanter le monde et de dessiner l'avenir. Et ce qui a fait que j'ai voulu inviter Vincent pour faire cette interview, c'est que ce qui m'a inspiré, c'est ce positionnement de développeur de richesse humaine. Je veux dire, qui dit richesse humaine dit forcément qu'il y a une dimension de dynamique humaine et donc de séduction là-dedans. Et aussi la phrase « réenchanter le monde », si ça c'est pas de la séduction, Vincent, je ne sais pas ce qu'il... Développeur de richesses humaines, à la base, c'est un clin d'œil au DRH. Ouais. Parce que c'est pour moi en fait ce qu'est censé faire en fait un directeur des ressources humaines, c'est effectivement travailler sur l'éveil des richesses humaines, des talents, des compétences en entreprise. Comment tu fais grandir un salarié pour en faire un manager ou pour l'aider à devenir qui il pourrait être au sein de l'entreprise. Effectivement, c'est peut-être pas le stéréotype auquel on pense le premier quand on pense DRH, ou peut-être c'est juste moi, mais moi j'ai tendance à penser à une fonction un peu poussiéreuse. Ce serait bien que ce soit plus souvent comme tu le décris. Et puis c'est un beau mot en plus, richesse. Tu vois, au niveau linguistique, c'est beaucoup. Je trouve ça très inspirant en fait. Tu vois, c'est poétique en fait. Ouais. Parce qu'on a tous des richesses intérieures et on parle pas juste de richesses monétaires ou financières en entreprise. On n'est pas que des actifs économiques. On est aussi en fait des êtres humains qui peuvent aussi être fantastiques et utiliser à bon escient, réaliser une mission pour l'entreprise et puis se réaliser soi aussi. Donc ça en fait c'est l'éveil des richesses pour éclore et puis devenir la meilleure version de toi, mais au service du nous qui est l'entreprise aussi. Beau programme. Alors moi je suis curieux de quelque chose, Vincent, parce que tu as un parcours qui est très atypique, assez complexe. Du moins, quand j'ai préparé ma fiche, j'ai eu un peu de mal à synthétiser tout ça. Donc ma question, c'est quand dans un cocktail, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi? Ça va dépendre du lieu, en fait. Ouais. Ça va dépendre du lieu. Si c'est un contexte assez business, ce sera plus... Si tu es dans un bar. Je suis dans un bar, je suis... Avec des amis. Et tu rencontres un autre groupe d'amis et quelqu'un te demande tu fais quoi dans la vie? Je suis poète. Poète. Okay. Poète des temps modernes et j'applique la poésie à différentes choses, l'entreprise, la vie et puis à chroniquer aussi le présent pour essayer de dessiner l'avenir. En gros, c'est ça que je veux dire. Et après, je vais parler d'une odyssée humaine, de la plume du futur, qui est ma société. La plume du futur, c'est comment est-ce que tu peux écrire ton avenir avec ta propre plume, en fait. Ouais. Et sinon, non, je me décris aussi comme un homme de lettres. Dans les deux sens du terme. Ah oui, sur le jeu de mots. Exactement. Ouais. Voilà. Lettres littéraires et la lettre, l'essence
l'être humain. intérieur. Mais bon, tu dis homme de lettres en soirée, c'est un peu compliqué. Donc non, poète, c'est bien. Ouais. Non, c'est bien de remettre la poésie un petit peu au goût du jour, justement. J'imagine que soit les gens doivent être hyper intrigués, ou alors se dire « Ouh là là, je suis tombé sur le fil, il faudrait que je me casse ». C'est en règle générale, ça c'est le premier titre et ensuite tu le justifies pour montrer en fait, enfin tu le justifies, tu le précises pardon, pour montrer en fait ce que tu fais vraiment quoi. Mais non, c'est Pierre Rabhi qui disait qu'on avait dépoétisé la société. Et justement, enlever un petit peu cette essence vraiment humaine. Et dans la poésie, il y a quelque chose d'hyper connecté à soi, à ses rêves, son imaginaire, et de très humain. C'est vraiment une mise à nu, en fait. Donc quand tu utilises, quand tu reviens à l'essence même de la poésie, c'est ça que tu vas faire. C'est pas écrire des vers, des rimes, des métaphores nécessairement. C'est juste, poétiser ta vie, en fait. Et ça se traduit comment dans les relations hommes-femmes ? Bon, alors, tu as la première chose qui est effectivement d'écrire un poème à ta future conquête ou à ta femme. Ça marche dans les deux cas. Hein. Et donc c'est une première chose. Et puis l'autre, c'est de voir en fait comment tu peux, si on parle souvent dans le game de la séduction, de muscler ton jeu. Et moi je pense que c'est bien de muscler son jeu, J-E, de bien se connaître, être vraiment aligné, cohérent avec qui on est. C'est comme ça qu'on plaît en fait. Son jeu, j'adore. Il n'y a rien qui est de plus beau en fait que quelqu'un, un homme, une femme, qui est en accord avec ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle est en fait. C'est là où ça resplendit. L'authenticité en fait. Hyper important ça. Ouais, effectivement, une séduction qui est naturelle, et ça c'est ce qu'adorent les femmes, c'est où il va y avoir un alignement entre les pensées, les mots et les actions. Ouais. Et ça demande souvent du travail sur soi. Tu vois, pour essayer d'explorer plusieurs voies, en tester plusieurs pour trouver quelle est la sienne vraiment, trouver son style, comme quand tu prends la parole en public, tu vas avoir des très bons speakers, mais toi tu peux être aussi bon, mais dans ta manière, dans ta propre singularité, et c'est ça qu'il faut trouver en fait. C'est-à-dire pas se mentir à soi-même, vraiment devenir vraiment soi, et c'est ça qui fait que tu peux resplendir et que ton aura, tu la vois entre guillemets. Ça s'appelle s'assumer, non ? Exactement, par exemple. C'est-à-dire de ne pas être désolé des croyances qu'on peut avoir, des propos qu'on peut tenir, des actions qu'on va faire, de s'assumer. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle L'éloge de la faiblesse. Et je trouve ça très bien aussi en fait d'assumer effectivement sa propre part de vulnérabilité et de connaître ses talents, ses points forts, ses points faibles et d'avancer avec ça. Tu sais, on a tous une part d'ombre. Donc après, il faut aussi aller les affronter parfois, et puis juste les assumer, et puis avancer, traverser la vie, comme tu disais tout à l'heure, avec. Et donc pour reprendre ce que je disais, c'est effectivement, on parle souvent de muscler son jeu, et aussi, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse aussi poétiser son jeu, mais là, pour le coup, le J-E-U. C'est-à-dire, sur une relation, faites juste mettre un peu de poésie. Alors ça ressemble à quoi concrètement ? J'ai du mal à voir. C'est assez abstrait, mais c'est ça le but en fait, c'est à chacun de trouver. C'est-à-dire la poésie de la vie, c'est comment tu vas mettre un petit peu de beauté, un peu d'esthétisme, un peu d'élan un peu inspirationnel, spirituel ou pas, un peu, tu sais, c'est un peu cette magie-là en fait, c'est-à-dire que de pas être juste terre à terre, de faire un peu rêver en fait. Qu'est-ce que tu peux te citer comme anecdote, soit dans ta vie ou alors la vie d'un proche qui illustre bien cette poétisation ? Un regard sincère, profond, authentique, où tu vas vraiment sentir la personne. Tu vois, ça c'est une poésie, tu vois. Et tu vois, la poésie, après, tu l'as dans tout, mais encore faut-il la trouver. C'est ce petit nectar-là qui fait que, une façon de toucher une personne aussi, il y a une manière poétique de le faire, tu vois, douce, de sentir la personne, d'accompagner, d'être dans le flow, en fait, fondamentalement. D'être assez dans la fluidité, dans la spontanéité, etc. Et c'est ça, en fait. Donc on sort de la poésie strictement verbale. Exactement. Et il peut y avoir une poésie au niveau du non-verbal. Exactement. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire qu'est-ce qui, du coup, d'après toi, fait qu'un homme va être plus séduisant qu'un autre ? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre les hommes qui sont séduisants, mis à part cet alignement que tu as cité, qui est très important ? Moi, j'irais même pas au-delà de ça, en fait. Parce que c'est déjà un vrai travail en soi, en fait. Mais c'est vrai que c'est un gros pavé. Tu sais, dans la vie, quand on parle de quand on est sur un chemin spirituel, par exemple, où tu vas faire du développement personnel, etc., c'est un chemin qui est infini.
Tu n'arriveras jamais à la perfection de l'homme, tu vois. Donc tu auras toujours, en fait, tu vas avancer par étapes. Donc déjà, ce chemin-là, ça prend toute une vie, ou plusieurs, peu importe. Mais je veux dire, c'est déjà ça, si tu arrives à être aligné, c'est déjà, je pense, assez rare, et c'est ça qui plaît le plus, en fait. Tu vois, quelle que soit ta beauté physique, quel que soit ton style vestimentaire, quel que soit ta gestuelle ou autre, est-ce qu'elle est bien accordée à qui t'es? Après, on va voir si ensuite ça fit avec la personne, mais déjà, tu as une personne qui est séduisante. Après, on verra effectivement si ça correspond à la personne en face, c'est encore autre chose. Mais après, tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Ouais, je vais peut-être donner un exemple qui est peut-être un peu trivial, mais un exemple pratique. Un exemple de pas être aligné, ce serait le mec qui, entendant que la nana qui cherche à draguer, entendant qu'elle aime le rock, et ben lui va faire semblant et va dire ah oui, ben moi aussi j'aime le rock, alors qu'en fait il préfère la pop. Voilà, il va essayer de courber ses opinions pour chercher à plaire, pour chercher à marquer des points en montrant qu'il y a des intérêts communs. Voilà, ça c'est un non-alignement. Alors que le mec à l'inverse qui va dire ah, t'aimes le rock? Ben, c'est marrant ça, parce que moi j'adore la pop, j'ai jamais compris les gens qui aiment le rock, mais dis-moi, explique-moi l'intérêt que tu trouves. Ça, c'est un mec aligné, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et c'est effectivement, je vais rentrer dans ton monde, rentre dans le mien. Exactement. Et c'est comment tu vas effectivement, c'est ça qui fait découvrir une nouvelle expérience, un nouvel univers, et après, effectivement, tu crées un univers commun avec les deux vrais socles. Et sinon, après, c'est ce qu'on appelle le caméléon, c'est-à-dire que la personne qui va s'adapter à toute situation pour plaire à la personne en face. Et il y a un très bon livre d'ailleurs dessus, qui est de Thomas Dansbourg, qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez heureux. Ah, oui. Tu vois, dans le sens où arrête d'être gentil pour plaire, pour obtenir les satisfactions d'une personne, etc. C'est sois bien toi-même, et c'est comme ça que tu vas être toi, et donc heureux, parce que déjà tu vas d'une part resplendir, et puis tu vas faire venir des gens avec toi, et puis tu seras en capacité de... Tu sais, c'est comme on dit, pour aider quelqu'un, il faut se sentir bien. Tu vois, si t'es pas bien avec toi-même, ça va être compliqué de porter attention à d'autres problèmes. Après, c'est aussi une fuite pour pas t'occuper des tiens. Tu vois, je veux dire, mais c'est pour vraiment aider de façon très bien intentionnée. C'est bien d'être bien soi. Je suis obligé de rebondir sur ce mot gentil, parce que ça me fait penser à... On entend souvent, alors, pas toujours, hein, mais souvent, on entend des femmes qui vont dire moi, je cherche un homme qui est doux, gentil, attentionné. Et en réalité, quand on regarde les hommes avec qui elles sortent, ils ne sont pas peut-être toujours franchement caractérisés par ces trois caractéristiques-là. Qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe-là? Attentionné, si, je pense. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui plaît vraiment aux femmes. C'est-à-dire, tu vois, bien écouter, bien être là, etc. D'être à son service, j'en sais rien, mais d'être là pour la personne. Ça, c'est quelque chose qui est appréciable. Après, c'est toujours le côté je te suis, tu me suis, ou enfin je te suis, tu me fuis, et inversement. C'est-à-dire que effectivement la gentillesse, c'est bien quand on est en fait dans le couple où il y a des bonnes attentions, pardon. Mais après, souvent, en fait, effectivement, c'est un peu le fantasme du bad boy. C'est-à-dire que, tu vois, c'est la personne qui est vraiment là, qui va dans sa direction. Tu me suis pas, de toute façon, j'y vais. C'est ça qui plaît, en fait, au final, inconsciemment. Bah oui, mais après, c'est un compromis. C'est-à-dire que si le mec il part vraiment dans cette direction, c'est compliqué. Mais c'est effectivement de trouver un juste milieu. Moi, je vais dans ma voie, et c'est ça, en fait. Tu vois, c'est quand tu vas séduire une personne, je pense, avec quand tu l'emmènes dans ton univers. Quand elle voit qu'il y a une... Tu sais, que tu saches où tu ailles ou pas, mais que tu montres, entre guillemets, que tu es assez déterminé et tu gères, entre guillemets. C'est un peu ça que va chercher aussi, je pense, une femme. Et c'est ça qui plaît aussi, quoi. C'est OK, je viens dans ton monde. Bah, tout à fait d'accord. C'est ça une grande partie pour un homme, apporter de la valeur. C'est d'avoir une proposition, ça veut dire avoir une vie qui est déjà une aventure en dehors de la femme, avant de la rencontrer, et de proposer à la femme en question de venir dans l'aventure qui est sa vie préexistante. Et quelle qu'elle soit, hein. Ouais. On n'est pas obligé d'être dans une vie bling-bling, dans une vie déjà accomplie, etc. C'est même le chemin. Tu vois, comme on dit, hein, le bonheur, c'est pas la destination, c'est le chemin, quoi. Donc c'est juste la façon de le faire. Et c'est pour ça que quel qu'il soit. Et c'est marrant le fait que tu dises bad boy, je trouve que c'est un bon exemple de l'alignement dont on parlait.
le bad boy, alors je suis pas en train de dire qu'il faut être bad boy pour séduire, attention, mais le bad boy... Un petit peu, ça qui met un peu ben d'épices voilà, aussi, tu vois. il a un bon côté, le bad boy en séduction, et c'est cet alignement, c'est-à-dire il sait qui il est, il sait où il va, il est relativement insensible au regard des autres personnes, et donc c'est un bel alignement, ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a besoin d'être un connard, mais si on C'est mélange... différent. Ouais, si on mélange le bad boy avec une bienveillance, bah, ça peut faire quelque chose de pas C'est un mal. bon concept, c'est un bad boy bienveillant. Ouais, c'est pas mal. C'est une belle expression. On vient de l'inventer ensemble. Je pense que je vais en reparler dans une autre vidéo. Le bad boy bienveillant. Muscle ton jeu et poétise ton jeu. Oui, parce qu'on peut être attentionné, mais ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Parce que le mec qui est surattentionné, parce qu'il surinvestit la femme, parce qu'il la met sur un piédestal, parce qu'il est impressionné par sa beauté, parce qu'il estime qu'elle a plus de valeur que lui, bah ça c'est une attention qui va peut-être faire plaisir à la femme, mais ça va pas lui donner envie viscéralement. Et puis, je rajouterais que dans l'art de la séduction, mais dans l'art de la séduction, tu as effectivement le côté, moi, que je mettrais toujours en avant, c'est la sincérité. Ouais. Après, c'est quand même une séduction, c'est une bonne première impression, et c'est important aussi d'aller dans ce côté-là de rentrer dans le jeu. Et c'est un jeu où effectivement, c'est un aller-retour, tu dévoiles au fur et à mesure, etc. Mais en fonction de ce qui correspond aussi à la personne. Tu vois, c'est comme d'arriver de tout dévoiler. Non, il faut y aller progressivement pour créer une part de doute. Et c'est là où c'est pas entièrement sincère, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même gérer ce côté-là jeu. Mais c'est bien de le jouer en mode joueur. Et c'est pour ça que j'ai parlé de game tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on creuse un peu, parce que peut-être certaines des personnes qui nous regardent vont se dire mais je comprends pas, il faut être complètement sincère, mais en même temps, il ne faut pas tout dévoiler. Je sais pas, comment tu gères ce paradoxe apparent? On en parlait tout à l'heure, avant l'interview, c'est le parallèle entre la séduction et la vente. Pour moi, une bonne séduction, c'est pas une bonne vente. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un client que tu as en face. Et c'est moi, ayant été commercial chez Microsoft, j'avais pas des clients en face, j'avais des partenaires. Et quand tu gères une relation de partenariat, c'est sur du long terme, c'est pas en one shot, donc c'est pas un soir, et c'est un partenariat win-win que tu mets en place. Donc c'est comment est-ce que tu vas faire en sorte de satisfaire la personne pour avoir aussi ce que tu veux, et qu'il y ait vraiment un juste milieu qui soit créé au fur et à mesure pour que chaque partie soit contente à chaque moment de la relation. Et c'est ça à un moment donné qui est important, c'est dans cette relation de partenaire. On peut utiliser le mot partenaire dans les deux cas. C'est effectivement regarder au fur et à mesure de dévoiler une part de vérité qui correspond à ce que veut la personne à un instant T. Donc ça fait appel aussi à des notions d'intuition, d'intelligence relationnelle, de ce qu'il faut ou pas dire, mais sans mentir. Mais par contre, après, on peut dire qu'une omission d'une partie de la vérité, c'est un mensonge. Soit, après, sauf si c'est un mensonge capital, mais je veux dire, c'est une omission capitale, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est juste dévoiler des choses au fur et à mesure. Mais sentir le truc, c'est vraiment se connecter, et se connecter vraiment à ses émotions, en fait. C'est plus ça, en fait. C'est au-delà du jeu cérébral, de stratégique, etc. C'est plus être dans le flow de sentir, en fait, et vraiment se connecter à son cœur et à ses émotions, plus qu'un jeu cérébral de conquête, etc. Je me dis qu'à nouveau, ça dépend de l'intention qui est derrière, parce que à partir du moment où c'est une intention qui va être bienveillante, et j'aime beaucoup ce mot, dans ce cas-là, oui, il peut y avoir des omissions, alors que si c'est une intention de manipuler la personne, de profiter de la personne, de par exemple coucher avec elle une nuit et la jeter le lendemain alors qu'elle espérait autre chose, non, ça c'est pas bon. Alors que si c'est avec bienveillance et qu'on va s'assurer que la femme en question, le lendemain matin, elle va se sentir mieux qu'avant de vous avoir rencontré, oui, dans ce cas-là, ça a tout son sens. Quelles sont d'après toi, Vincent, pour changer de sujet, les difficultés auxquelles sont confrontés les hommes aujourd'hui? Peut-être que tu as une idée à partager là-dessus. Sur Paris, en fait, je dis ça parce qu'en fait, tu regardes, tu as vraiment une mode parisienne. Une mode qui va rentrer en club, une façon de se coiffer, une façon de porter la barbe, une façon d'avoir des couleurs grises ou noires, ou sombres, ou élégantes, etc. Et donc, quand tu veux créer ton originalité, malheureusement, tu es obligé d'y aller un peu par étapes ou de montrer un produit fini qui est déjà accompli pour qu'on te suive là-dessus.
Donc c'est un peu difficile de, quand t'es pas dans ce cadre-là, le cadre dominant qui plaît, de voir si, effectivement, utiliser quelques codes pour qu'on puisse se rattacher à ça. Et puis après, l'autre moitié, entre guillemets, ça va être toi vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comment on peut avancer et trouver un compromis entre qui on veut être, qui on est, et puis aussi, entre guillemets, malheureusement, enfin c'est un fait, ce que l'inconscient collectif attend de nous. Et c'est effectivement ça de naviguer entre ces deux sphères-là, en fait. Et qu'est-ce que l'inconscient collectif attend de nous, d'après toi, en termes de mode de rencontre? Et là, je pense particulièrement aux rencontres qu'on peut faire dans les lieux publics. Parce on a discuté avant de filmer cette vidéo de mes ateliers. Comme tu sais, mes élèves, je les accompagne dans la rue, dans les lieux publics, où a priori l'attente sociale n'est pas là de faire des rencontres. Et pourtant, c'est ce qu'on fait en atelier, on s'aperçoit que ça marche. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça t'inspire, du moins? Moi, je suis retiré du game maintenant, mais c'est ce que je regardais, c'était vraiment ce qui plaisait, c'est en icebreaker, parce que ça, en fait, en règle générale, le plus difficile, en fait, c'est de casser la glace, créer le premier contact et ensuite d'enchaîner après derrière. C'est les fois où ça accroche, c'est quand la personne voit que tu es confiant et puis il y a une preuve, il y a une approche aussi humoristique. Tu vois, tu vas faire rire, mais parce que ça a été quelque chose de naturel. C'est-à-dire, c'est pas une blague déjà préparée à l'avance. En fait, c'est comment tu suis dans le flow. C'est-à-dire, tu vois, toi, tu avances là, il y a une nana qui avance là. Comment tu fais au moment où vous faites de la rencontre là? Comment tu fais pour juste avancer dans ce sens-là, mais de continuer dans ta voie et juste d'enchaîner de manière fluide avec elle. Et c'est là où en fait c'est pas prématuré, c'est pas prémédité, pardon. Ouais. Et c'est juste, c'est dans le flow et puis donc ça ouvre la voie. Ouais, j'aime bien cette idée de toujours chercher quelque chose de drôle dans la situation. C'est ce qui plaît, hein, de toute façon, clairement. Ouais. Ouais, et puis c'est ce qui allège aussi, c'est ce qui détend, et puis ça va chercher le rire, ça va quand même chercher de très belles choses dans l'être humain, tu vois ce que je veux dire. Et c'est bien d'ouvrir là-dessus. D'ailleurs, j'ai souvent remarqué que le rire... Ou le sourire déjà. Même le sourire. C'est déjà pas mal, tu vois. Le rire, souvent, il n'est pas provoqué forcément par quelque chose de drôle, c'est-à-dire par une vanne. Il est souvent provoqué par une surprise par rapport à la... sexuelle presque dans la situation. Je sais pas, par exemple, si je vais aborder une femme et je la regarde droit dans les yeux et je marque une pause verbale, j'attends, peut-être que parfois elle va éclater de rire pour briser cette tension-là. Parce que voilà, il se passe un truc, et pourtant j'ai rien dit de drôle. Ouais, mais tu as créé cet effet de surprise-là, cet effet de confiance, de vouloir, je sais pas, quel est ton regard que tu portes sur une femme, mais tu vois, effectivement, c'est vrai que tu crées cette surprise-là, en fait. Et puis cette attirance-là, en fait, ce côté énigmatique. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui plaît. Ouais. C'est ça. Mais après, moi, j'aurais de cesse d'avoir ce discours-là il y a des cases, et après, il y a la sienne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a effectivement des manuels de ce qu'on peut faire, de ce qu'il y a à faire et pas faire. Ouais. Et chacun, en fait, c'est à chacun de faire la propre synthèse de tout ça, mais par rapport à qui elle ou il est, en fait. Et non pas juste de faire, ok, lui il fait comme ça, il faut que je fasse comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Et c'est vraiment, mais c'est parce que je pense que c'est comme ça que tu te déstresses, en fait, de cette pression-là. Et c'est juste comment est-ce que tu es bien toi, dans quoi tu es à l'aise. Après, ça correspond à tous les types de nanas, tant pis. De toute façon, au final, on espère que tu vas avoir une personne, enfin un conjoint, on va dire. Ouais. Donc c'est plus ça en fait qui prime. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce que tu dis là, parce qu'on imagine souvent qu'un coach en séduction, il est là pour entasser sur le mec des techniques de séduction. En réalité, mon approche, c'est l'inverse. C'est surtout de retirer des croyances limitantes pour laisser la masculinité propre à chacun, qui était déjà là en lui, laisser cette masculinité s'exprimer naturellement. Super. Ah oui, je voulais te parler d'un truc, parce que t'es poète, et ça m'amusait un peu cette idée d'appliquer la poésie à la séduction, parce que, alors tu vas vouloir me tuer quand je vais te dire ça, mais moi, mon a priori vis-à-vis de la poésie et des femmes, et des relations hommes-femmes, elle est assez négative, parce que ça me rappelle des souvenirs d'enfance, quand j'avais 15 ans,
même de 15 ans à 18 ans, ça m'arrivait parfois d'écrire des poèmes pour des filles que je glissais parfois dans leur sac à main, anonymement, sans rien dire. Et maintenant, je dois dire, j'ai un peu honte d'avoir fait ça, j'ai un regard un peu négatif, parce que je trouve que voilà, l'intention qui était derrière, on revient souvent là-dessus, c'est que je donnais beaucoup de valeur à cette femme, si bien que je sentais que pour la séduire, il fallait que je lui écrive un poème. En même temps, j'assumais pas parce que je signais pas, je voulais pas qu'elle sache que c'était moi. Donc voilà, j'ai des mauvais souvenirs par rapport à la poésie. Qu'est-ce que tu en Après, penses? je pense que déjà chaque mec a des bons et des mauvais souvenirs de son adolescence dans l'entrée du game de toute façon. Parce qu'on Ouais, apprend, on fait ses armes en fonction ouais, des tentatives qu'on fait. Après, c'est déjà sur le regard sur la poésie, mm, on a tous ce regard-là déjà de la poésie où en fait on devait faire des commentaires composés à ouais, l'école, au ouais, collège, sur des poèmes qui ne nous intéressaient pas, qui étaient déconnectés de toute réalité parce qu'ils avaient été écrits au 15e, 16e, 17, 18 ou 19e siècle. Et il fallait en trouver les sens cachés alors qu'on ne comprenait même pas les vers initiaux qui étaient écrits, entre guillemets. Et de manière obligatoire. Donc si tu veux, c'est dans l'inconscient collectif, la poésie c'est ça. mm, Donc ouais, c'est une obligation déconnectée à ma réalité. Donc ça ne m'intéresse pas. ouais, Et doublé de l'archétype du poète, qui est un poète maudit, qui rêve sa vie au lieu de la vivre, et ouais, qui effectivement va tenter de séduire des femmes via des lettres poétiques d'amour, etc. Cyrano. Et, euh, et quand tu décorrèles ça, en fait, toi, effectivement, ton exemple, il est très bon, et justement, c'est pourquoi en fait ça ne marchait pas. Parce que justement, comme tu l'as dit, en fait, de l'autre côté, parce que tu le signais pas, tu ne l'assumais pas. ouais. C'était une manière d'esquiver un échange direct C'est ça. à travers une lettre et Exact, c'est exactement. exactement ça. Ouais. Et donc ça, effectivement, déjà, tu pars sur des très mauvaises bases. Ouais. Et donc c'est pour ça que ça entre guillemets, ça n'a que l'impact que ça a, c'est-à-dire la découverte, comme t'envoies un bouquet de fleurs sans le signer, hein, c'est pareil. Hein, en fait, c'est genre, tu vois, et alors que si aujourd'hui, t'écris un poème, sachant qu'en plus personne n'en fait, donc c'est-à-dire tu te démarques déjà, t'arrives devant la personne, tu le lis à haute voix en la regardant, alors en le récitant si t'arrives à le connaître par cœur, ou en le lisant, et en assumant pleinement ce que tu fais, tu sublimes le poème. Ça, je peux imaginer, ouais. Et c'est ça qui est beau. Et en plus, c'est un poème que ouais, t'écris en plus en pleine conscience, en pleine confiance. C'est vraiment toi qui es dedans et puis t'exprimes tes émotions. Et c'est canon. T'es obligé de toucher la personne en face. Ah bah j'imagine, oui. Et À partir du moment où c'est assumé pleinement, ouais, et vécu avec authenticité, bien sûr. Ouais. donc non, c'est une belle déclaration. Tu sais, Ouais. c'est comme un discours de mariage. Mm. Discours de mariage, quand tu vas faire la déclaration de. Enfin, tu vois, quand tu es aux journées de la célébration de ton amour et tu fais tu lis ton discours de mariage à ta femme en la regardant dans les yeux, c'est hyper beau. Tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la même chose, parce que là, c'est en mode conquête. Et Ouais. c'est bien, mais moi, je trouve que c'est On a une. bien fait d'en parler, ouais. Mais, non, c'est pour ça que et puis la poésie, en fait, quand tu regardes, il y a beaucoup de belles choses qui s'y passent, en fait, parce que tu vas aller vers l'idéal, vers ton rêve, vers ce que tu imagines. Et en fait, il y a William Blake qui disait que l'homme est imagination. Et c'est qu'est-ce que tu imagines pour le couple? Qu'est-ce que tu imagines pour vous? Comment est-ce que tu imagines l'adéquation entre les deux êtres? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et puis après, tu rentres dans tout ce que tu veux à l'intérieur, dans le fond, en fait. Donc, Bah, ouais. donc, Et comment ça s'appliquerait parce que là, ce dont tu parles, j'imagine que ça s'applique essentiellement à un couple déjà installé, non? Et puis après, je vais répondre à ça. Ouais, Et puis il y a dis-moi. aussi le fait que tu peux faire un poème de toute façon en mode décalé. C'est-à-dire tu connais une strophe par cœur, tu Ouais. peux la dire de manière décalée. Ça va être drôle aussi. Mm. Parce que ça va être un effet de surprise. Tu vois, en soirée, justement Ouais. pour draguer une nana, tu sors 4 vers que tu as appris par cœur. Tu vois, c'est toi qui les as écrits ou tu les as pompés ailleurs. Mais tu vois, c'est décalé quoi. Tu vois, C'est clair, j'imagine. tu vois, Bien. limite le mec qui se met à genoux en train de déclamer un poème. Tu vois, si tu le fais de manière drôle et Ouais. confiante, c'est hyper cool. Il faut absolument que je teste ça. Ouais. Mais effectivement, tout dépend du non-verbal qu'il y aura derrière. Parce que se mettre à genoux, ça peut être pitoyable si l'intention derrière est pitoyable. Et ça peut être hyper décalé et si c'est fait avec confiance, Exactement. bien sûr. Mm.
Et alors, pardon, je sais pas quelle était ta Ouais, non, question. j'étais en train de dire, j'avais l'impression que le poème en relation homme-femme, ça s'appliquait plus à un couple Ah, déjà en place. Pas forcément, en fait. non, bah non, justement, enfin, Ça tu peut vois, être en phase de... sur une deuxième date, tu vois, Ouais. ça se passe très bien, quoi. Ou Enfin, même, comme tu viens de ouais, dire... déjà en entrée, en icebreaker, et après, à tout ouais. moment, quoi. Enfin, tu vois, ça dépend. Après, si c'est plus une Ouais. relation sexuelle, effectivement, de manière, alors ça peut être un poème assez sexué, ça peut être un icebreaker, comme on disait, et après, quand tu rentres dans une relation sentimentale, au bout de plusieurs dates ou plusieurs rendez-vous, ouais, là, effectivement, tiens, au fait, pour info, tiens. Enfin, tiens, je veux dire, et puis tu le Ouais, déclames, quoi. carrément. Et après, je crois beaucoup plus dans le fait de le lire que de le donner à lire. Parce que c'est là où tu as la Ouais. beauté Ah de bah, l'être humain. il y a tout le paraverbal dans Mm. l'intonation qu'on va Et émettre. puis même toi, tu Ouais. vas vibrer en plus. Ouais. Parce qu'il faut quand même Ah bah porter ses couilles quand même à un moment ça donné. Parce parle que c'est... d'émotion, oui, oui. De donner à bout de papier, il manque beaucoup de l'émotionnel. Ouais. Donc mais c'est un très bel exercice et qui peut Ouais, faire sympa. fondre en larmes une femme en plus Mais en face. tu Quoi, sais, donc, tu es en train de me réconcilier avec la poésie. yes. C'est sympa. Qu'est-ce que tu peux me conseiller soit un vers que tu connais par cœur, un ou deux vers, ou alors un poète que je pourrais regarder sur Internet. Parce que j'ai envie de tester cette idée en caméra cachée, d'aborder avec des vers de poésie. Alors, sur la poésie de l'amour, moi, il y a des poèmes que je trouve sublimes. C'est des poètes qui viennent de poètes iraniens, Ouais. perses, de Shiraz ou Hafez, où en fait ça a été écrit en Perse, où tu avais les jardins persans, c'est-à-dire que tu avais un peu le côté paradis sur terre, les jardins d'Éden, etc. Et en fait, ça avait une vraie relation, comme tu vois les photos que tu as dans le Kama Sutra, tu vois, Ouais. tu vois, des trucs un peu idylliques, parfois aussi, tu vois, dans des palaces de mille et une nuits, etc. Et tu as vraiment quelque chose qui en sublime l'amour. Et en fait, moi, c'est les plus beaux poèmes sur l'amour que j'ai lus. C'était ça, en fait, avec les plus beaux mots qui illuminent, en fait, la réalité d'un couple et de l'amour. Donc il faut que je regarde Moi, quoi je dirais sur Google Shiraz ou Hafez. Regarde Shiraz ou Hafez. sur Internet et puis regarde des passages Ok, avec lesquels tu es à l'aise et ça puis marche. tente ça. Bah, je t'enverrai à la caméra Yes, cachée. avec plaisir. Cool. C'est quoi ton avis, toi, Vincent, sur le coaching en séduction alors, j'imagine que c'est pas quelque chose que tu connais forcément bien, mais tu as peut-être au moins un a priori sur si la séduction, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Parce que beaucoup d'hommes estiment que c'est quelque chose qui est inné, c'est-à-dire soit on est séducteur ou on l'est pas et que ça s'apprend pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, c'est pas inné. C'est inné sur certaines personnes qui sont naturelles. Mais la plupart des gens, tu regardes comment tu étais, surtout un homme, tu vois, entre l'adolescence et la prise de confiance en la vingtaine et quand tu arrives à la trentaine, c'est le jour et la nuit. Ouais, Et c'est pour ça qu'en plus, il y a plein de nanas qui préfèrent des hommes plus matures, plus âgés. absolument. Parce Ouais. qu'effectivement, tu as ce cheminement-là de connaissance de soi, de découverte, d'exploration, etc. Donc, non, mais c'est pour ça que je mets aucune pression, et même dans l'adolescence, une période qui peut être assez difficile à traverser. Parce que tu sais, ou on sait quand on a cet âge-là, qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire que quand tu as la vingtaine aussi, tu vois, donc c'est juste de ne pas se mettre la pression, juste de garder confiance et par contre, d'aller affronter un peu ses peurs et puis de tenter les choses, quoi. C'est-à-dire qu'il ne tente rien à rien, mais dans tous les domaines de la vie. Et donc, c'est pareil. Et puis, qu'est-ce que l'échec si ce n'est un jeu? Ouais. Donc, C'est important de dédramatiser l'échec. et puis, c'est un apprentissage. On a tous, et c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir eu un certain nombre de relations. Parce que tu vois différents cas de figure, tu vois ce qui te correspond, tu vois comment gérer à la fois une partie de séduction, une partie de rupture, de reconquête si besoin est, etc. Bah Et ouais. c'est ça qui te fait devenir homme. Bah, ça s'appelle l'expérience. Ouais. Exactement. Bah, peut-être pour Et finir. ça, tu peux pas, entre guillemets, le devancer. Et la plupart des gens, c'est ça. Bah Alors non. après, effectivement, tu as des modèles, comme des femmes qui ont des modèles de mannequins irréalistes en modèle. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Toi, tu vois des mecs hyper à l'aise, hyper cool, très drôles, très beaux gosses, bien soignés et tout. Mais, enfin, ouais, mais sauf que ça n'a pas toujours été ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est une expérience, c'est un parcours C'est qui ça. fait que ça devient bien ça. Donc,
Et qu'est-ce qui fait, pour finir, Vincent, tu parles de cette différence entre un homme qui a un jeune homme de, je sais pas, 20-25 ans et un homme un peu plus mature de 35-40 ans, et que souvent un homme de 35-40 ans va présenter une proposition de valeur supérieure pour beaucoup de femmes. Comment ça se fait? C'est dû à quoi exactement? C'est quoi? C'est de la confiance en soi? De quoi la différence La d'âge qui différence va plus séduire? entre un homme de 20-25 ans et un homme de 35-40 en termes de séduction, parce que tu disais à juste titre. C'est la vie que la personne a à proposer. Mm. Tu vois, une personne déjà établie, tu sais où tu vas. Une personne qui est en devenir, en construction, tu sais pas où ça va mener. Donc après, des femmes qui vont être plus rassurées par ça. Mm. Bon, après, t'as d'autres talents, t'as d'autres forces Ouais. de l'âge aussi qui font que tu peux jouer sur d'autres atouts. C'est clair. Donc, C'est pas parce qu'on a 25 ans qu'on peut pas séduire. au contraire. Ouais. Tu vois, je pense que ouais, enfin, il n'y a pas d'âge, hein, clairement, mais effectivement, Non, il y a c'est pas d'âge. une très belle période. Puis en plus, c'est une période assez innocente aussi, tu vois. Ah, innocente dans le sens où inconsciente ou insouciante. Plutôt insouciante, Ouais, c'est-à-dire ouais. que Insouciante. Ouais. t'es pas forcément là pour te. Tu peux essayer de trouver la femme de ta vie directe, mais je veux dire, ouais, t'es aussi en train d'évoluer, donc tu testes plein de choses. Mm. Tu vois, t'as encore toute la vie devant toi, donc Ouais, c'est c'est un ça, moment qui est assez léger, t'as pas la pression de l'âge, il y tu a vois. pas d'enjeu. Donc exactement. Si ce n'est de découvrir la vie, de goûter à toutes les Ouais, merveilles que le monde propose. Donc, top. Alors Vincent, ceux qui sont intéressés par ce dont tu parles et qui aimeraient aller plus loin, qu'est-ce que tu leur conseilles en termes de soit livres, soit site internet, pour en savoir plus? Alors j'ai ramené 2 livres qui sont des livres sortis l'année dernière. Le premier qui s'appelle Sur la route de soi, qui est un manuel poétique pour trouver sa voie, effectivement avec une vingtaine de clés de vie pour essayer de voir comment on peut trouver sa voie avec tout son moi, comment est-ce qu'on peut connecter ses dons pour vraiment devenir soi et aligner justement. Donc c'est lié au développement personnel. Exactement, il y a un bien-être plan, plutôt il y a un business plan à l'intérieur aussi avec un manuel Ouais, de 10 exercices pratiques. Et sympa. puis il y a aussi une partie poétique dedans. Donc ça, et puis l'autre ça s'appelle La poésie de la vie, c'est un recueil de poésie de l'art du vivre ensemble pour embrasser le monde dans le champ des possibles. Et donc c'est disponible sur le site odysseyhumaine.com. Mhm. Et puis je vais vous lire un passage d'un poème qui s'appelle Le Testament de l'amour. Le Testament, amant, A-M-A-N-T. Alors, rendez-vous ce soir, car l'amour est à l'honneur. Sous les étoiles, dans nos âmes, sur la place du bonheur. L'amour est un paysage, un parcours et un voyage, dans lequel les bagages seront un jour des enfants en bas âge. Comme Aladin et Jasmine, chaque matin je t'admire. Est-ce ton parfum qui m'inspire ou ta beauté qui m'anime? Nos parchemins dans l'avenir seront magiques, j'imagine, des fleurs de jasmin dans le jardin et une vue imprenable sur notre destin. Je me souviens quand soudain est apparu l'élu de mes rêves. Aucune sirène de l'enfer, c'était juste une déesse de l'Éden. Sublime et splendide, telle une belle fleur poétique. Un testament de l'amour sur quelques notes de musique. Donc ne réveille pas un léopard en pleine sieste, si ce n'est pour chasser le cœur d'une princesse. Personne n'aura besoin d'appeler le 17, l'amour est un pléonasme de l'ivresse. Architecte de rimes fraîches que l'on dit certes, je voulais peindre des toiles bien plus vraies que 1000 fresques. Des beaux-arts nirvanesques en guise de richesse, signés en vain dans un grand verre de vin, Mona Lisa et Léonard de Vincent. Avec Déa, merveilleuse petite déesse, en direct de l'amour avec un grand art, de vivre au cœur de la tendresse. Excellent. Merci. J'ai l'impression qu'il y a des éléments dont je pourrais me servir pour mes caméras cachées. Bah si tu veux, avec grand plaisir. Ouais, Avec ouais. grand plaisir. Ce serait rigolo. Et pour finir, je crois que tu m'avais parlé d'un atelier. Alors effectivement, c'est inviter tes auditeurs à un atelier de voyage poétique où chacun pourrait être amené à écrire une lettre d'amour à une personne de leur choix. Donc ça se passe à Paris. Et ça se passe à Paris, on communiquera les dates et le lieu via ton site. Et donc concrètement, ça Ce consistera en quoi? sera un atelier, un workshop de séduction via un voyage poétique. Ok,
pour que chacun puisse devenir le maître de cérémonie de sa vie via un petit outil poétique. Et je vais mettre les détails dans la description de la vidéo. Merci Alex. Alex. Beaucoup Vincent, c'était sympa de discuter avec toi. De même. Au revoir. Au revoir.